Mercredi 13 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, partons au palais d'État Diavelou, justement là où le président de la République et sa femme ont déclaré aujourd'hui au palais Diavelou aux familles des victimes de l'empoisonnement à Boumalaz que la vérité doit éclater. Le couple présidentiel a souligné qu'il sera aux côtés de ses familles. Deux points essentiels ont marqué la rencontre entre le président Ange Radzuiln et les proches des victimes de cette affaire. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a présenté ses condoléances et surtout révélé des vérités qui n'étaient jusqu'ici connues de personne. Reportage de Judikel Rangenerine et Indora Zanjebe. L'affaire d'empoisonnement à Boumalaz, où des adolescents ont perdu la vie, n'est pas encore classée. Les familles ayant perdu un enfant, une mère, un père ou un être cher dans cette tragédie et qui endurent une douleur profonde n'ont pas été laissées seules ou dans l'oubli. Elles ont été reçues aujourd'hui à Diavelou par le président Ange Radzuiln, un geste qui a touché profondément le cœur des familles dans la continuité du soutien que le président leur a apporté depuis le début de cette tragédie. Personne ne souhaite la souffrance, mais il faut affronter les épreuves ensemble et ne pas se désunir dans les moments difficiles, a déclaré le chef de l'État à ses familles. Les blessures sont encore ouvertes et il a affirmé rester à leur côté, renforçant ainsi le message de compassion et de solidarité. Le président a également écouté les attentes et les inquiétudes des familles. La vérité ne meurt jamais, a-t-il dit. La vérité ne peut pas être cachée. Il a donc partagé avec elle les faits et les raisons de cet empoisonnement. Des preuves et des aveux de personnes considérées comme responsables leur ont été présentés. Toutefois, l'enquête se poursuit. Le président a assuré que tous les responsables de ce drame ayant causé la mort de dizaines de personnes ne resteront pas impunis. La rencontre entre le président et les familles des victimes a duré 1h30. La blessure dans notre cœur est encore très vive, ont confié ceux qui ont perdu un proche, mais ce geste empreint de solidarité et de recherche de vérité est digne et très réconfortant, souligne-t-il. À ce jour, 5 personnes sont en détention provisoire dans cette affaire, la personne soupçonnée d'être l'auteur de l'empoisonnement, celle qui a administré le poison, ainsi qu'une complice. Figure également parmi elles Fenoisn et sa mère. Il a été décidé lors de la rencontre qu'une commission au sein de la présidence serait créée afin d'examiner les moyens d'aider individuellement chaque famille. J'ai entendu vos plaintes et vos demandes. Vous n'êtes pas seul, je suis là et je ferai tout mon possible pour vous aider, a affirmé le président Ange Radzuiln, réitérant sa volonté de faire toute la lumière sur cette affaire. Restons toujours au palais d'État Diavelou. L'ambassadeur fraîchement nommé du Botswana, Chanda Piwan Teta, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Ange Radzuiln. Ce matin, cette nomination coïncide avec l'accueil par Madagascar du sommet de la SADC et constitue une étape importante qui renforce les relations entre les deux pays membres de la SADC. Judikel Rangenerine et Indra Zajaïbe, toujours. Cette semaine marque un moment historique pour Madagascar et présente une signification particulière dans ses relations avec le Botswana. Le Botswana a nommé Chanda Piwan Teta comme sa nouvelle ambassadrice dans notre pays. Cette dernière est venue remettre ses lettres de créance au président de la République, Ange Radzuiln. Cette nomination a pour objectif de consolider les relations bilatérales et de les traduire par une coopération renforcée. Les discussions ont mis en évidence de multiples domaines de coopération entre Madagascar et le Botswana. Parmi eux figurent l'agriculture et la promotion de l'industrie, deux secteurs prioritaires de la politique nationale que le président Ange Radzuiln place au cœur de ses priorités dans le cadre de la SADC. L'arrivée de Chanda Piwan Teta intervient alors que Madagascar accueille le sommet de la SADC. Elle témoigne de la volonté commune de renforcer les relations bilatérales, en particulier au niveau régional, et de promouvoir la coopération au sein de la SADC. Selon elle, les Malgaches savent également accueillir leurs invités, comme l'a démontré l'organisation de ce 45e sommet. Dans les actualités de ce jour également, c'est au tour du transport par câble. Les premiers essais justement avec passagers de la ligne orange du téléphérique reliant Souarane, Ivinge et Ivinge à Mbadbe ont été effectués aujourd'hui. Comme annoncé par le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, les essais avec passagers seront ouverts au grand public à partir de ce samedi. Les responsables ont rappelé les consignes à respecter durant ces essais. Reportage sur les images de Sechan. Les essais du téléphérique pour le public débuteront le samedi 16 août prochain.
Toutes les consignes à respecter communiquées par le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat seront distribuées au public sous forme de flyers lors de l'événement. Selon le secrétaire d'État, environ 5000 personnes sont attendues pour cette première journée. Il a insisté sur l'importance de bien connaître les règles essentielles avant de monter à bord de ce nouveau mode de transport de la capitale. Lors de la toute première montée, il est possible que certains ressentent une légère appréhension. Néanmoins, la ligne est parfaitement sûre et conforme aux normes, selon Gérard Ndjamanoissou, secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Le tarif sera fixé à 3000 $, que les passagers parcourent l'intégralité ou seulement une partie du trajet, d'après toujours les explications. Le secrétaire d'État a affirmé que pendant cette phase d'essai, il est primordial de respecter les consignes de la centaine d'agents sur place et qui sont mobilisés pour guider les passagers pendant leur montée et descente dans les cabines. Il est aussi interdit d'emmener des animaux et des marchandises lourdes. Par ailleurs, les cabines, elles sont équipées de caméras de surveillance et chaque geste des passagers est scruté depuis les gares. Il est aussi primordial selon lui de respecter la propreté dans les cabines. Il est à rappeler également que les cabines disposent de 6 aérations et d'un bouton panique. Pour aujourd'hui, il s'agit du premier essai avec passagers de la ligne orange reliant Ivange-Soarane et Ivange-Mbadwe. Il convient de rappeler que le téléphérique est encore en phase de test, avec des horaires d'exploitation limités, soit 4 heures par jour, de 7 h à 9 h, de 16 h à 19 h, à partir du samedi 16 août, et cela pendant 2 mois. Et dans le cadre de la phase d'essai pour le transport de passagers, plusieurs personnes ont embarqué à bord du téléphérique aujourd'hui à l'initiative des responsables au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Pour ces personnes, le téléphérique est rapide, permet d'éviter les embouteillages et surtout, c'est un transport moderne. Selon les témoignages recueillis par nos journalistes aujourd'hui, il n'y a absolument aucune crainte à avoir à bord. Reportage toujours sur les images de Sechandjianap. Madagascar n'a rien à envier des pays étrangers. La capitale dispose désormais d'un moyen de transport moderne grâce à ce transport par câble. Un transport écologique, totalement respectueux de l'environnement, rapide et offrant une nouvelle image de la capitale. Les essais avec passagers ont été réalisés aujourd'hui sur le tronçon Soarane-Ivange et Ivange-Mbadwe. Pour ceux qui ont été les premiers à monter à bord, l'expérience a été à la fois plaisante et révélatrice de l'importance de ce nouveau mode de transport aérien, affirme Muriel, qui a souligné que monter à bord du téléphérique, c'est comme faire de la montagne russe, mais avec une sensation plus légère. Tout comme Muriel, Badjo, artiste, a également participé aux essais aujourd'hui. Pour lui, prendre le téléphérique est non seulement agréable, mais aussi économique par rapport aux autres moyens de transport en commun. Si l'on est pressé ou on a un emploi du temps chargé, on peut aussi choisir le téléphérique, comme le souligne Jenny, animatrice d'émission, qui a elle aussi testé ce nouveau moyen de transport pour la première fois aujourd'hui. Environ 100 personnes ont participé à ces premiers essais du TPC. En plus des responsables du SENVH, il y a eu aussi des artistes, influenceurs et de nombreux particuliers. Passons à présent dans les actualités économiques. Madagascar figure parmi les 4 pays africains qui bénéficient d'un important soutien financier de la Banque africaine de développement. Une subvention de 5,3 millions de dollars destinée à renforcer la coopération entre le secteur privé et l'État. Un partenariat stratégique visant à accroître les investissements et à stimuler la croissance économique de Madagascar. Rose-Christelle Rakout-Malal. La relation de confiance entre Madagascar et la Banque africaine de développement reste solide. Notre pays fait partie des 4 États africains ayant obtenu une subvention de 5,3 millions de dollars de la BAD. Ce financement vise à consolider les structures de partenariat entre le secteur privé et le secteur public, moteur essentiel pour dynamiser l'économie nationale. Selon la BAD, cette enveloppe provient de la facilité d'appui à la transition et ne se limite pas à un appui financier. Elle inclut également une assistance technique. L'institution souhaite que ces fonds soient prioritairement investis dans les domaines de l'énergie, des transports et des technologies. Outre Madagascar, la Gambie, la Guinée et le Togo bénéficieront également de cette subvention de 5,3 millions de dollars. Et les rizicultures d'Ampas, Namangour et Afeneri-Vest demandent la poursuite de la plantation de riz hybride. Car cette année, leur production a été bonne, ayant doublé, voire même triplé par rapport à l'année précédente selon les observations sur place. Ils sont ainsi convaincus des avantages de cette culture du riz hybride. Reportage signé Aniana Martina et Sechandjianap.
La récolte du riz hybride est en cours dans le Fukuntan d'Ambalafar, commune d'Ampassen, Maningur, district de Fenerivotsnanen, région Analandsroof. Les objectifs des agriculteurs ont été atteints avec une production ayant doublé, voire triplé par rapport à la saison précédente grâce à la mise en œuvre du projet présidentiel riz hybride. Les producteurs demandent la poursuite du projet à travers un soutien visant à augmenter leur production dans cette région. Le projet riz hybride améliore la productivité des champs ainsi que les conditions de vie des ménages ruraux. Si ce projet se développe, il contribuera à atteindre l'autosuffisance alimentaire, comme l'a souligné le député de Fenerivotsnanen. Les résultats sur place ont été constatés par une délégation du secrétariat chargé de l'autosuffisance alimentaire qui a affirmé la volonté du gouvernement de soutenir les agriculteurs afin de concrétiser l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Les agriculteurs ont également été préparés pour la prochaine saison de culture, selon le secrétaire général de la CESA. La distribution de fertilisants et de semences pour la prochaine campagne rizicole est prévue en novembre, selon les explications. Dans la suite des actualités de ce jour, parlons jeunesse. 66 jeunes ont suivi une formation sur les tâches des parlementaires au Sénat à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse hier 12 août 2025. Cette simulation a permis au président du Sénat, le général Ravalman Narichar, de transmettre un message à la jeunesse malgache, être solidaire, persévérer dans l'apprentissage et assumer pleinement ses responsabilités de citoyens. Les détails avec Mir Voulat-Sferen. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse s'est clôturée hier par une simulation d'une séance parlementaire des jeunes au palais d'Anuskil. Cette formation a permis aux 66 participants de découvrir les tâches parlementaires des sénateurs de Madagascar, avec même une mise en scène de séances plénières pour l'adoption d'une loi. Le président du Sénat a souligné que les jeunes motivés et persévérants sont porteurs d'un avenir prometteur. Ils doivent cultiver l'esprit de solidarité, préserver l'intérêt général et avoir le courage d'assumer leurs responsabilités. Le général Ravalman Narichar a rappelé que le Sénat s'efforce de donner l'exemple de l'unité malgré les divergences politiques et qu'il soutient le pouvoir exécutif à travers la diplomatie parlementaire afin de connecter Madagascar au reste du monde. Et de souligner que les compétences de la jeunesse et les richesses dont dispose notre pays constituent un levier essentiel pour bâtir le développement de Madagascar. Cela exige de la volonté et de l'unité car les jeunes sont l'avenir. Dans l'actualité sportive de ce soir, les championnats de Madagascar de handball dans la catégorie des jeunes se sont tenus à Tirunmandi du 1er au 9 août dernier en préparation du regroupement des joueurs pour constituer les équipes nationales destinées à participer à l'IHF Trophy. Reportage. 16 équipes ont participé au championnat de Madagascar de handball dans la catégorie jeunes qui se sont déroulées à Tirunmandi du 1er au 9 août. Les compétitions ont concerné les catégories suivantes, minime garçons et filles, cadets et cadettes, ainsi que junior garçons et filles. Les résultats finaux sont les suivantes. Minime filles, HCT Bunglav 9 contre 6 HTHB Dansnanan. Minime garçon, ASLP Nia Yurumbe 19 contre 15 THBCA Matsachambun. Cadette Littoral CS Dansnanan 15 HCT Bunglav. Cadet CH Est Dantimonjefen 21 contre 7 Littoral CS Dansnanan. Junior fille MAECH HBC Ditas 17 contre 15 HBenzatouf de Matsachambun. Junior garçon CH Est d'Antimonjefen 32 contre 25 ASCAF de Nalamang. Cette compétition a servi de préparation pour le regroupement des joueurs en vue de constituer les équipes nationales qui participeront aux championnats d'Afrique et aux compétitions continentales. Le regroupement se déroulera du 16 août au 10 septembre prochain. Le soutien financier pour l'organisation du IHF Trophy Zone 7, qui s'est tenu récemment, s'est élevé à 191 millions d'ariary. La Fédération de handball a exprimé sa gratitude envers l'État pour son soutien constant. Et dans les actualités internationales de ce soir, la crise humanitaire dans la bande de Gaza, soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël, a atteint des niveaux inimaginables, ont dénoncé hier mardi l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. France 24. Dans le ciel de Gaza, les largages humanitaires et les frappes israéliennes se succèdent. L'agence de défense civile, dirigée par le Hamas, affirme que les attaques aériennes se sont intensifiées.
Ici à Khan Younes, les habitants pleurent les victimes d'une attaque de drone. Qu'avons-nous fait? Quelle est la faute de ces enfants? Le nombre de victimes des frappes augmente chaque jour et le manque de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité est chaque jour plus criant. Des centaines de camions chargés d'aide humanitaire attendent toujours de pouvoir pénétrer dans l'enclave, retenue pour la plupart par Israël. Pourquoi utiliser l'avion? À quoi ça sert? Pourquoi ne laisse-t-il pas entrer les camions d'aide humanitaire? Avec les largages aériens, ils se moquent de nous. À l'hôpital Nasser, cet enfant de 5 ans vient de mourir de faim. Son poids a été passé de 16 à seulement 7 kilos. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 230 personnes sont mortes de malnutrition, dont près de la moitié étaient des enfants. Dans une déclaration commune publiée mardi, 24 pays occidentaux dénoncent une famine à Gaza et appellent à des mesures immédiates. Famine, c'est aussi le mot utilisé par The Elders, un groupe composé d'anciens dirigeants mondiaux qui accusent Israël d'être responsable d'un génocide. Des centaines de milliers d'enfants de Gaza ne reçoivent pas et ne recevront pas les soins nécessaires et ils mourront. Ils mourront s'ils souffrent de malnutrition aiguë. L'État hébreu nie l'existence d'une famine à Gaza et se prépare à occuper le territoire. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne I24, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'État hébreu autorisera les Gazaouis qui le souhaitent à quitter l'enclave, sans préciser où ni comment. Et des groupes de soldats russes ont avancé d'environ 10 km dans certains secteurs du front dans l'est de l'Ukraine, a confirmé hier mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en assurant que ces unités seraient détruites alors que ces avancées ont fait craindre une percée d'importance. France 24. Les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Donetsk sont-elles en danger ? Selon plusieurs analystes militaires, les troupes russes ont effectué plusieurs percées jusqu'à plus de 10 km par endroit. Plusieurs villes majeures sont menacées, dont Pokrovsk et Kostiantynivka. La route logistique T0514 reliant Dobropilia à Kramatorsk aurait même été franchie. C'est à proximité de cet axe que Kiev a formé ces derniers mois une nouvelle ligne de défense. Des percées que le président ukrainien tente de minimiser, évoquant seulement des avancées d'infanterie à pied sans blindés qu'il promet de neutraliser. Nous avons reçu des rapports de notre armée concernant le front, notamment à Dobropilia et dans la direction de Pokrovsk. Des mesures ont été prises pour remédier à la situation et je suis reconnaissant envers chaque unité, chacun de nos soldats qui s'emploient actuellement à détruire les occupants. Mais l'anxiété grandit dans la région. Certains Ukrainiens n'hésitent pas à critiquer l'état-major, comme cet ancien commandant de la brigade Azov, qui parle de désastres qui s'aggravent de jour en jour. La situation a poussé les autorités de la ville minière de Bilozersk à évacuer les habitants. Elle se situe à quelques kilomètres de la route T0514. Ils nous bombardent intensément depuis 3 jours d'affilée maintenant. C'est très difficile de tout laisser derrière soi et de partir dans un endroit que l'on ne connaît pas. L'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky se retrouvent donc sous pression à quelques jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un sommet en Alaska auquel le président ukrainien n'a pas été convié. Et pour terminer cette page internationale, un homme est mort en luttant contre un incendie dans la région de Léon, a annoncé hier mardi le préfet de Castille et Léon, nord-ouest de l'Espagne. Le deuxième décès dans les feux qui ravagent justement ce pays en pleine vague de chaleur, forçant des milliers de personnes à évacuer. Les détails avec France 24. Il ne reste plus que des briques, noircies par les flammes, des voitures calcinées et un tapis de cendres. Dans ce lotissement, à 20 km au nord de Madrid, 200 personnes ont été évacuées. Tous gardent en tête une nuit d'angoisse. J'ai commencé à voir le feu vers 7 h. Et à 8h30, il était déjà au coin de la rue. Tout s'est passé très très vite et nous sommes partis quand nous avons compris qu'il le fallait, puis tout le monde a été évacué. Le feu s'est rapproché de ce quartier et j'ai contacté les personnes qui vivent ici pour les avertir que l'incendie était tout près. Malgré ces alertes, un homme a perdu la vie, brûlé par les flammes. Nous déplorons le décès d'une personne, une victime, dans cet incendie à Tres Cantos. Je tiens à exprimer toute l'affection et la solidarité du gouvernement espagnol à ses proches.
À l'autre bout du pays, un autre incendie est toujours en cours dans la province de Cadix. Derrière les éoliennes, les flammes dévorent les forêts de pins jusqu'à la ville de Tarifa, où plus de 2000 personnes ont dû être évacuées. J'ai pris les enfants et les chiens et nous sommes descendus au garage qui était rempli de fumée. Nous avons décidé de nous rendre à la plage. Le feu a commencé à se propager, nous avons couru. Nous étions 8 dans une seule voiture. Selon les autorités, la plupart des feux seraient d'origine criminelle. Ils laissent derrière eux des milliers d'hectares ravagés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.